Et bienvenue chez vous à tous les trois. Bonjour Julie Dungeloff. Bonjour. Grand reporter à la rédaction de France 24. À vos côtés, Ershad Alijani. Bonjour Ershad. Journaliste aux Observateurs de France 24. Et Bahar Makoy. Bonjour Bahar. Bonjour. Journaliste au service numérique de France 24. Iran, la révolte massacrée. C'est donc le numéro de reporter que vous co-signez avec Mariam Pirzadeh et Adel Gastel au dessin que l'on salue. Film qui raconte ce qu'il s'est passé en Iran entre le 28 décembre et le 18 janvier dernier. 3 semaines de soulèvement populaire et de terreur en République islamique d'Iran. 3 semaines au milieu desquelles, entre le 8 et le 11 janvier, le régime iranien a donc massacré sa propre population dans des proportions qu'on peine encore à déterminer avec précision. On va regarder, avant de vous entendre, un premier extrait du film. C'est un manifestant que vous avez baptisé Ali, qui raconte ce qu'il a vécu au milieu du mois de janvier, pas très loin de Téhéran. Cette nuit-là, Ali se rend une nouvelle fois en manifestation avec des amis à Karach. Il a manifesté tous les jours depuis le début du mouvement. چیزی که میتونستی ببینی آدمایی که یکی دارن میافتن و خویی که روی کف خیابون داشت میری هر کی میدیدی یا افتاده یا خون پاشیده رو لباسش یا زن بچه ها داشتن جیغ میزنن من دوستم اول به پاش خورده بودش که افتاد بعد که افتاد زدم تو صورتش گفتم پاشو خودتو جمع کن بابا یه دیتی الان با سری کمر بندم آقا کردم اومدم به بالای سفید رونش ببندم گفتم پاشو دیگه بعد اینم از زیر کامشنش کن زیر کامشنش خون زد که زیبشی کشیدم پایین دارم یه دونم تو قفصه سیرش تو همین مسیر بیمارستان که میرفتی میدیدی چقدر آدم همینجور رو زمین افتاده فقط اصلا اینا که اینا آدم نبودن همینجور میدیدی گله به گله آدم افتاده ما کشیدیم بردیم تا بیمارستان ولی خب پرستو با تموم کرده خالی شده میشه که کف اورژانس به قدری خون بود که وقتی داشتی میدویدی پاتو میذاشتی زمین شدف صدا میکرد خود میپاشید به این بر اونور خود دکترها پرستارای اونجا هم اصلا نمیدونستن چی کار کنم. Julie Dungeloff, c'est vous qui avez réalisé ce film avec Bahar, avec Ershad, avec Mariam Pirzadeh et Adel Gastel, donc, qui signe les dessins qu'on a vus à l'instant. Quelques mots avant de commencer, c'est important parce que la façon dont on raconte une histoire compte presque autant que l'histoire qu'on raconte. C'est un film qui est composé de vos témoignages, bien sûr de témoignages d'Iraniens au premier plan, composé de vidéos amateurs et de dessins, on vient d'en voir certains signés Adel Gastel, qui viennent manquer les trous dans le récit. En fait, viennent combler, pardon. Lorsque on a commencé à travailler sur ce format long, il y avait d'une part une volonté de retracer le récit de manière chronologique parce qu'on avait vu beaucoup d'images, mais c'était compliqué de comprendre exactement la manière dont les choses avaient évolué du 28 décembre, c'est la date à laquelle on commence, à quelques jours après la mi-janvier. Et moi, ma volonté, c'était d'une part que ça soit Bahar, Ershad et Mariam qui racontent, parce que c'est eux les spécialistes de l'Iran au sein de France 24, et c'est aussi eux qui ont fait ce travail de recherche, de témoignage pour documenter cette répression iranienne. Et puis, évidemment, on avait beaucoup d'images amateurs qui étaient évidemment de pas très bonne qualité, mais qui étaient prises par des gens très courageux quand on sait ce qu'ils risquent à diffuser ce type d'images. Mais
la volonté à travers ce film, c'était aussi d'humaniser les gens. Là où on a essayé, où le régime iranien a tenté de les déshumaniser en utilisant la force de manière totalement disproportionnée. Et lorsque on demande à Adel de se joindre à ce projet, c'est une manière d'humaniser Ali lorsqu'il nous raconte ce qu'il vit, de ne pas mettre n'importe quelle image sur lui, que les gens, quand ils vont regarder ce reportage, prennent conscience à travers les dessins d'Adel de ce qu'Ali a vécu, de ce que Robina a vécu. Donc voilà la manière dont on a imaginé les choses. Ali a cette phrase qu'on vient d'entendre qui est moi, l'une de celles qui m'a le plus marquée en regardant le film. Il y avait tellement de sang sur le sol des urgences que quand on marchait, ça faisait comme un clapotis. Je dis que cette phrase est dure parce qu'on se représente très bien, très clairement ce que veut dire cette phrase. Elle fait écho à des images qui sont très dures, que vous avez choisi volontairement, Bar, de montrer. Ça a fait l'objet d'un débat dans la rédaction. Est-ce que nous pouvons montrer ces vidéos amateurs avec ces corps, avec ces cadavres, ces blessures, ce sang? La conclusion à laquelle vous êtes arrivé, c'est que oui, il faut montrer ces images. Pourquoi ? On a vraiment beaucoup réfléchi à ça et effectivement on a conclu qu'il fallait que ces images soient montrées, qu'elles ne soient pas floutées, parce que justement ce sont des images que la République islamique a essayé de cacher. Elle a essayé de les empêcher de sortir en coupant Internet, en recherchant les manifestants. On sait qu'en Iran il y a des gens qui ont dû effacer ces images de leur téléphone portable de peur d'être arrêtés. Donc je pense qu'en tant que journaliste, notre rôle, s'il est d'informer, il est de montrer ce qui s'est passé réellement. Et puis ces images, elles servent aussi de preuve. Ce sont aussi des images qu'utilisent des ONG pour archiver tout ce qui se passe. Et peut-être un jour, il y aura peut-être un procès, un jugement et des responsables qui seront incriminés pour ce qu'ils ont fait. Ershad, c'est notre responsabilité en tant que rédaction, en tant que service public, que de montrer ces images telles qu'elles sont. En fait, on n'a pas choisi de montrer les images de choc, en fait, parce qu'il y a des informations, il y a des obligations éditoriales, à notre avis, pour montrer, pour documenter qu'est-ce qui s'est passé. Et en autre côté, on a pas publié, on n'a pas diffusé beaucoup d'autres images qu'on avait, choquant particulièrement de Mashhad, de Marv Dasht. Plus dur encore que ce qu'on voit dans le film. Plus dur. En fait, les images des... je ne sais pas comment je peux expliquer, des cadavres explosés, en fait. Oui. Et on n'a pas montré. On a choisi de montrer ce qu'il y a une information importante d'intérêt public pour montrer qu'est-ce qui s'est passé en réalité. C'était pas un choix, peut-être, c'était une obligation éditoriale. On ne peut pas aller en Iran en ce moment, en tout cas vous ne pouvez pas. Et je salue le travail d'ailleurs de notre correspondant à Téhéran. Nous sommes l'une des rares rédactions à pouvoir travailler avec Siavosh Ghazi à Téhéran. Comment est-ce que vous avez travaillé précisément avec cette matière que sont ces vidéos amateurs? Comment est-ce que vous les avez vérifiées, Ershad? En fait, comme vous avez dit, je travaille chez les observateurs de France 24. C'est notre spécialité de vérification des images. Systématiquement, on a géolocalisé toutes les vidéos qu'on a publiées dans notre documentaire. On a cross-checké, cross-référencé avec les autres images, les autres témoignages, les autres photos qu'on avait disponibles à nous, pour être sûr, autant que possible, en tant que journaliste, en tant qu'un média sérieux, pour donner une information sûre et certaine et vérifiée. On a croisé vraiment les sources. Par exemple, lorsque on voit une personne attaquée sur une vidéo, on essayait de trouver une autre vidéo de la même scène au même moment pour vérifier que cette scène avait eu lieu. Donc c'est un travail colossal de vérification. Et puis il y a des gens qui sont quand même très courageux parmi des journalistes iraniens qui ont permis la diffusion de ces vidéos. On pense notamment à un confrère qui s'appelle Vaïd et qui d'ailleurs aujourd'hui pour la diffusion de ce type de vidéos est menacé par la République islamique.
Quand le massacre a commencé le 8 janvier, Bahar Makoy, ça faisait 10 jours que la révolte grondait en Iran. Et effectivement, c'est important de la replacer dans le temps moyennement long. La révolte a commencé, on en a largement parlé sur France 24 fin décembre dans le bazar de Téhéran. Mais le 8, le 9 et peut-être le jour d'après, il y a un tournant dans l'horreur. Que s'est-il passé et surtout, pourquoi à ce moment-là, les choses ont pris cette ampleur-là ? Le soir du 8, les gens sont vraiment descendus en masse, manifestés en masse. Plus que les autres soirs. Encore plus que les autres soirs. Et simultanément, cette fois, dans de très nombreuses villes du pays. Et 31 régions sur 31. Voilà, quand même. Donc dans l'ensemble du pays. Et donc, on pense qu'à ce moment-là, les forces de sécurité iraniennes ont perdu le contrôle. Enfin, certains manifestants disent qu'ils avaient l'impression que la ville était à eux. Et c'est peut-être à ce moment-là, du coup, que ça a basculé et que le pouvoir iranien a décidé certainement de sortir toutes les armes qu'ils avaient à disposition, dont des armes de guerre, et parallèlement couper Internet. Est-ce que précisément, parce que ça interroge sur la concomitance entre le début du massacre le 8 et la coupure Internet, alors on va regarder un autre extrait du film qui raconte précisément ce moment où la répression est montée d'un cran et par ailleurs le pays est totalement plongé dans le noir, 90 millions d'habitants privés d'Internet. On regarde un autre extrait du film. Que le régime chute, on devient fou. C'est hallucinant. Des vraies scènes de révolte. Les gens sont très déterminés. Sur plusieurs axes principaux, les commerces sont fermés. Il y a des personnes blessées au visage. Jamais autant de personnes en Iran n'a manifesté contre le régime en 47 ans. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos de Téhéran, de Shiraz, de Mashhad, d'Abadan, d'Ahvaz. Ça s'enchaîne et on voit des foules. Et soudainement, le pays plonge dans le noir. L'ensemble du trafic Internet d'un pays de 90 millions de personnes est tombé à zéro, littéralement. Cette coupure Internet, elle fait craindre le pire, puisque c'est toujours le même modus operandi de la part du régime. C'est couper Internet pour massacrer à huis clos. Comment vas-tu ? Vous n'avez plus Internet ? Reza, tout va bien ? À partir de là, les seules sources d'informations proviennent de quelques centaines de connexions Starlink. Là-bas, cette nuit-là, ça va basculer dans l'horreur. Roubina, c'est un des premiers visages des manifestants tués qui apparaît parce qu'elle a quelqu'un de sa famille qui a parlé, sa tante qui a prévenu les médias étrangers. روبینا دانشجوی دانشگاه شریعتی رشته مد و دیزاین پارچه و لباس بود. تصمیمم داشته روبینا که به اعتراضات بپیونده. بعد از اون رفته تو اعتراضات شرکت کرده و دیگه خبری ازش نداشتیم. گویا دوستانش با خانواده تماس میگیرن که بیاین تهران روبینا رو با تیر زدن. خانواده اول فکر نمی‌کردن که فوت شده باشه و سریع خودشون رو میرسونن شبانه تهران.
Ershad, est-ce qu'on peut dire, comme le disait Mariam Pirzadeh à l'instant, qui co-signe ce film avec vous, que c'est un modus operandi classique, si j'ose dire, de la République islamique? Il y a une forme de préméditation, couper Internet pour qu'on ne sache pas ce que le régime s'apprête à faire, ce qui voudrait dire que le régime, d'une certaine façon, savait qu'il allait passer à quelque chose de plus répressif encore. Oui, je crois qu'ils ont préparé pendant des années pour les moments comme ça, qu'ils perdent le contrôle du pays pour couper l'Internet. On a vu un petit peu en 2019, on a vu un petit peu pendant la Femmes, Vie, Liberté en 2022, mais cette fois-ci, c'était le pire, j'imagine. Pendant 10 jours, l'Internet de 90 millions de personnes était totalement coupé. Et la manière qu'ils l'ont fait, ils le montrent qu'ils ont bien préparé en avance pendant peut-être des années pour créer un kill switch, en fait, de appuyer sur un bouton et couper Internet pour un pays à l'échelle de France, l'Allemagne et l'Espagne ensemble. Donc, évidemment, c'était un projet en cours pendant des années pour le régime. Il n'y a que quelques vidéos qui sont sorties et qui ont permis aussi d'alerter le monde sur ce qui est en train de se passer grâce à des personnes qui étaient équipées de boîtiers satellites, de Starlink notamment. Mais on parle de quelques centaines, quelques centaines sur un pays qui est gigantesque, comme le disait Ershad. Et surtout, ces personnes qui avaient Starlink étaient eux-mêmes du coup menacées par le régime. C'était devenu presque je sais plus, il y a un témoignage qui nous le dit dans le reportage qu'on n'a pas gardé, mais qui explique que d'avoir Starlink, c'était presque une mise à mort parce que tout d'un coup, on était menacé par le régime parce qu'on bénéficiait de cet outil de communication. Ce qui est fou et ce qui dit quand même du point de rupture où on est arrivé là au milieu du mois de janvier, c'est que des Iraniens qui, parce qu'ils n'avaient plus Internet, il y avait quelques possibilités de se téléphoner, mais bon, qui ne savaient pas ce qui se passait dans le quartier d'à côté, dans la ville d'à côté, allaient manifester sans presque savoir qu'ils faisaient partie d'un grand tout qui allait pouvoir peut-être vraiment mettre en difficulté le régime. Il y a quelque chose quasiment d'instinctif qui n'est pas pour le coup du tout une création, je mets ça entre guillemets, de réseaux sociaux ou médiatiques. C'est vraiment venu du cœur, quoi. C'est juste ce que vous dites d'ailleurs, parce que les autorités iraniennes accusent les manifestants d'avoir été dirigés depuis l'étranger, peut-être par le Mossad, par Trump, mais on se rend bien compte que si Internet était coupé, il ne pouvait pas y avoir des communications correctes avec l'étranger. Donc c'est vrai que c'était assez spontané. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce sont surtout des groupes d'amis finalement qui entre eux se sont passés le mot, sont allés manifester ensemble, et c'est vrai que c'était quelque chose de très spontané, ou des familles. On a aussi des témoignages d'un père qui est sorti pour voir s'il pouvait emmener ses enfants. Il y avait des familles ensemble, il n'y avait pas que des individus, que des hommes ou des femmes. Il y avait aussi des enfants dans ces manifestations, et d'ailleurs des enfants qui ont été tués et gravement blessés. Et est-ce que ces manifestants Ershad qui allaient dans la rue, ou que ce soit à Téhéran, à Ershad, etc., savaient qu'ils prenaient un risque avant qu'arrivent les premières informations de la répression? Est-ce qu'ils se disaient il va m'arriver quelque chose, mais j'y vais quand même? Oui et non. Oui, parce qu'ils sont de l'expérience de dernière répression sanglante, notamment en 2022, en 2019, même au-delà de ça en 2009. Mais non, parce que je crois que personne ne pourrait imaginer une répression tellement violente, tellement sanglante. Et on avait par exemple un témoignage d'une jeune fille à Téhéran qui a dit que parce que notre Internet était coupé, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Et on a sorti avec mon ami, mon meilleur ami, Sarah. Et elle était tuée dans mes bras. Donc c'est un oui et non à la réponse pour cette question.
On l'a dit, ces vidéos amateurs, elles font partie, et vous le disiez, Bahar, de preuves d'une certaine façon, pas d'une certaine façon d'ailleurs, de preuves de ce qui a été utilisé par le régime, on le répète, contre sa propre population. Quel type d'armes ont été utilisées, Julie? Vous avez travaillé sur la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, avec Ershad précisément. Est-ce qu'on a monté d'un cran dans l'utilisation des armes? Très clairement, on voit qu'au tout début du mouvement, il y a une utilisation de gaz lacrymogène et d'outils de dispersion de foule. Mais très très rapidement, en fait, beaucoup plus tôt que le 8, il y a des armes qui sont utilisées. En 2022, ce qu'on avait documenté avec Ershad, c'est l'utilisation de fusils à pompe et notamment de douilles de chasse qui ont un effet de dispersion. En fait, ça frappe l'asphalte et après, il y a plein de petites billes qui viennent se loger dans le corps des manifestants, ce qui fait qu'en 2022, il y avait énormément de personnes qui avaient perdu la vue notamment. Cette fois-ci, eh bien, il y a une utilisation de ces fusils à pompe et on voit que beaucoup de manifestants sont polycriblés, mais il y a aussi l'utilisation énormément de Kalachnikov. Et ce qu'on voit aussi dans le témoignage, notamment d'Ali, mais d'autres des témoignages qu'on a pu recevoir et également d'images qu'on a pu consulter, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle une douchka, donc une mitraillette qui est posée sur un véhicule et qui tire de manière complètement indiscriminée sur la foule. Ce qu'attestent également les témoignages qu'on a, mais également les images qu'on a pu recevoir, c'est que les forces de sécurité iraniennes ont ciblé des manifestants alors qu'ils fuyaient. Ils les ont ciblés dans le dos, ils les ont ciblés dans le cœur, ils les ont ciblés dans la tête. Donc il y a évidemment très clairement une volonté de tuer, ce qui nous a également été confirmé par des ONG avec lesquelles on a travaillé. Une volonté de tuer, Bahar, et de façon tout à fait indiscriminée sur tout type de manifestants, jeunes, vieux, des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants. C'est ce qu'on disait, il y a des enfants qui ont été blessés, des manifestants, mais les ONG comptabilisent aussi des gens qui n'étaient pas manifestants. Il y avait aussi des gens qui étaient juste sortis faire leurs courses, mais qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. On en vient à une question à la fois, bien sûr, très importante, mais dont le débat autour, d'une certaine façon, vient parfois mettre sous le tapis la réalité des faits, la question du bilan. Vous interviewez dans le documentaire le responsable d'une ONG qui s'appelle Ashrana, qui est l'une des ONG jugées fiables, en tout cas sur le travail de laquelle la rédaction de France 24 s'est appuyée, qui donne ces chiffres, 6 800 morts, dont des enfants, effectivement, 11 000 blessés, 50 000 arrestations sur lesquelles on reviendra. Ershad, ce bilan, il a été utilisé de toutes les façons depuis le début de la révolte. En tout cas, les incertitudes autour du bilan, précisément par les autorités iraniennes pour dire que ce sont des faux chiffres, par les manifestants pour dire que ces chiffres étaient en dessous de la réalité. Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui nous regardent pourquoi aujourd'hui, on est le 9 février, on ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées? D'abord, je dois vous dire quelque chose, je crois. On me demande, il y a combien de gens qui sont fait tuer par le régime pendant 3-4 dernières semaines? Je crois la réponse le plus bouleversante, c'est qu'on ne sait pas. C'est plus horrible que n'importe quel chiffre, à mon avis. Et la réponse de votre question, en fait, on ne sait pas parce que le régime iranien, il fait tout pour cacher le vrai chiffre, de cacher les vrais noms des victimes. Par exemple, on avait peut-être plusieurs dizaines de témoignages de gens qui voulaient récupérer le corps des victimes qui ont été tuées pendant les manifestations, qu'il faut payer de 400 millions de tomans, 500 millions de tomans pour récupérer leur corps. Ça fait combien d'euros? Ça fait 500-600 euros pour un pays que le SMIC, c'est à peu près 150 euros. Pour récupérer un corps? Oui, pour récupérer un corps. Et sinon, si vous n'avez pas d'argent, vous devez signer qu'il était un membre de Basij et se fait tuer par les terroristes, les forces paramilitaires de gardiens de révolution. Et en plus, il y a plein de gens comme notre témoignage dans notre documentaire 30 de Robina, qui sont volés. Elle a dit qu'ils ont été obligés de voler le corps de Robina pour enterrer. Donc il y a plein de chiffres qui sont pas
plein de gens qui ne sont pas entrés dans ces chiffres-là. Et puis il y a des disparus aussi. Évidemment. Pour qu'on comprenne bien, il n'y a pas, d'organismes en Iran auprès desquels qui auraient des données publiques, enfin qui publieraient ces données auprès desquelles les familles pourraient dire voilà, il me manque ma fille, mon neveu, mon fils, mon frère, et à l'issue de la compilation de tous ces témoignages, on aurait un chiffre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça, et tout au contraire, le régime dissimule ces morts. Et pour revenir un peu sur les chiffres qui sont donnés par l'ONG Ahana, avec qui on a travaillé sur ce documentaire, il parle de 6800 morts vérifiés. C'est-à-dire qu'ils ont pu sourcer ces décès à travers différents témoignages. Il parle aussi de 11 000 cas, un peu plus de 11 000 cas en cours d'examen. Donc ça veut dire que selon ces chiffres de Rana, rien que leur bilan à eux, ça s'élèverait à 18 000 morts si on comptabilise le tout. 11 000 blessés, 50 000 arrestations. Il y a des personnes, on ne sait absolument pas ce qu'il en est advenu. Et ce que dit Ershad, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont été privées de leur mort. Privées de leur mort, privées de leurs funérailles par le régime, et à qui on a dit, vous ne pouvez pas payer, eh bien, on va comptabiliser vos morts comme étant des membres des forces de sécurité. Donc il y a un cynisme absolu, une violence absolue de la part de ce régime. Pardon, j'ajoute juste une phrase, qu'il y a des sources, il y a des médias comme Time, qui ont interviewé plusieurs membres de services de ministère de Santé iranien, qui donnent des chiffres au-delà de 30 000 morts. Donc, les projections des chiffres sont plusieurs dizaines de milliers. Et pour rebondir sur ce que disait Julie à l'instant, sur le cynisme des autorités, on en a parlé déjà, vous et moi, quand on a diffusé ce témoignage de la tante de cette jeune fille, Robina. Il y a un déluge de moyens qui a été utilisé, alors bien sûr pour tirer sur les manifestants avec des armes lourdes, etc., mais aussi pour une espèce de harcèlement des familles. On évoquait le prix des balles, donc ce qu'on fait payer aux familles pour récupérer les corps. Et dans le cas de Robina, les autorités, les forces de sécurité sont allées jusqu'à harceler la famille au moment de l'enterrement du corps, en encerclant la maison, en tentant d'empêcher que l'enterrement de Robina se transforme en moment politique. En effet, et la tante de Robina que vous avez vue dans ce reportage, elle nous dit aujourd'hui qu'elle n'a toujours pas de nouvelles de sa famille. Donc Internet est plus ou moins rétablie dans le pays, mais sa famille, elle, n'a pas accès à Internet, elle n'a plus accès aux communications. Donc les forces de sécurité sont toujours en train de mettre cette famille sous pression, et ça n'est pas la seule. On a d'autres témoignages de familles de victimes et de familles de prisonniers à qui on dit ne parlez pas, à qui on met la pression. Donc effectivement, le régime iranien arrive quand même à... Alors que le pays est en difficulté financière, et ils mettent les moyens sur toutes ces familles de victimes pour que la vérité ne soit pas connue. Harcèlement des médecins aussi. Harcèlement des médecins qui ont soigné ce soir-là dans les hôpitaux, qui ont tenté de protéger les manifestants, notamment en faisant en sorte qu'ils ne soient pas identifiés par leur numéro national, ou qui disaient vous êtes en état de partir, fuyez, sinon ils vont vous arrêter. Et aujourd'hui, ces médecins sont menacés par la République islamique. D'ailleurs, il y en a certains avec lesquels on a pu s'entretenir qui ont fui le pays de peur d'être arrêtés. Donc c'est pour vous dire l'immense appareil répressif qui est mis en place. 50 000 arrestations, Ershad, dont une grande partie de ces gens, on ignore le sort. Que va-t-il leur arriver à ces 50 000 personnes ? En fait, c'est une autre histoire d'horreur, je crois. On sait quelques très très rares témoignages des prisonniers qui sont sortis de prison, et qu'est-ce qu'ils racontent sont horrifiants. En fait, il y a des dizaines de prisonniers dans une petite chambre, harcèlement moral, harcèlement physique, 24/24. Il y a des rapports par rapport de harcèlement sexuel, harcèlement physique très très important. Et il faut pas oublier qu'ils sont des gens ordinaires. En fait, ils sont pas des activistes, ils sont des étudiants, des médecins, des gens normaux en fait, qui n'ont pas forcément accès aux médias, accès aux journalistes, accès aux activistes pour parler, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé.
Et on sait par le passé, dans les années 2022, 2019, 2009, les prisonniers qui sont sortis, qui ont quitté l'Iran, tout ce qu'ils racontent sont horrifiants. Est-ce qu'il faut s'attendre, Bahar, à connaître des espèces de simulacres de procès expéditifs pour ces milliers de manifestants qui vont, pour certains, être condamnés pour trahison, voire espionnage en faveur des autorités israéliennes, qui est un leitmotiv dans la répression iranienne des mouvements de révolte. Certains vont risquer la peine de mort. On rappelle que l'Iran est l'un des pays qui pratique le plus la peine de mort dans le monde et que ce chiffre va augmentant d'ailleurs. Là, va y avoir un moment judiciaire qui va être là encore très répressif. C'est tout à fait possible et je crois que les ONG font justement tout leur possible pour essayer de savoir ce qui se passe sur place. J'ai lu récemment le témoignage notamment d'une médecin qui avait été arrêtée et sa famille racontait que les autorités leur ont demandé de se taire. Ils leur ont dit « On vous conseille de ne pas parler, sinon ce qu'elle risque, c'est la mort ». Donc en tout cas, ces menaces-là sont proférées. Et ensuite, pour les procès expéditifs, on sait qu'un certain nombre de détenus n'ont pas accès à leur avocat ou des avocats commis d'office. Donc on peut imaginer effectivement que les procès vont être expéditifs et vont certainement avoir lieu en dehors de toute norme de droit international. Oui, on sait aussi que la République islamique d'Iran pratique la méthode des aveux forcés qui ont coûté très cher à de nombreuses personnes par le passé. Il y a une question que pose un moment l'un des médecins, justement, Julie, qui soignait ces soirs-là, le 8, le 9 et le 10 janvier, dans un hôpital, je crois, à Téhéran. Et il pose cette question, qui sont-ils pour qu'ils les massacrent comme ça ? Question en apparence un peu naïve, mais en réalité, elle est très intéressante parce que si on est arrivé à ce niveau de violence et ce déferlement d'armes d'un régime vers sa propre population, est-ce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose au ce milieu du mois de janvier dans lequel le régime a vu potentiellement sa propre chute ? Qui sont-ils, ces manifestants ? C'est des gens, comme disait Bahar ou Ershad, de simples citoyens qui, à la base, manifestent contre la vie chère. Et puis, les étudiants se mêlent au mouvement et ça prend une ampleur politique. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment que ces manifestations, on le voit sur les images qu'on a pu consulter, prennent une ampleur incroyable. On passe de 18 provinces sur 31 qui manifestent à 23 provinces le lendemain qui manifestent, à 31 provinces qui manifestent. Le pays entier manifeste. Donc c'est plus que lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. Il me semble que oui, exactement. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a une ampleur qui est inédite. Les slogans qui sont scandés dans les manifestations sont extrêmement anti-régime. Mort à Khamenei, les drapeaux de la République islamique sont brûlés. Et ce qu'on a pu voir sur les images, c'est qu'à certains moments, en amont du 8, les forces de sécurité sont elles-mêmes un peu dépassées. On a pu voir ça notamment dans la ville de Raj, dans la ville de Téhéran, d'Abdanan. Donc il y a une sorte de basculement qui s'opère et probablement que le régime à ce moment-là craint de vaciller, le régime qui était déjà très affaibli. Ershad, est-ce que de ce que vous avez senti à ce moment-là, entendu de vos relais en Iran, il y a effectivement une fébrilité de la part du régime qui voit que quelque chose, s'il ne passe pas à quelque chose de plus répressif encore, peut le faire vaciller, voire chuter? Oui, en fait, en plusieurs vidéos, comme Julie a dit, on entend que le manifestant, il crie qu'on a pris la ville. Notamment à Rasht, c'est une grande ville, c'est la capitale de province de Gilan. Il y a des bâtiments publics qui ont été pris. Oui, ouais. Ou dans la petite ville d'Abdanan, il n'y a même pas de policiers dans la ville. Les gens pensent qu'ils ont réussi, ils ont libéré, comme ils disaient dans les vidéos, leur ville. Et c'était je crois, c'était le moment que l'Islamic Republic aussi a senti qu'il est en train de perdre contrôle total de certaines villes, les villes importantes comme Mashhad et Rasht.
et ils ont allé vers leur Kalachnikov et ils ont massacré les gens pour reprendre le contrôle de la ville, pour empêcher d'avancer des dizaines de milliers de manifestants avec une manière qu'on voit dans les pays démocratiques. Vous avez besoin de dizaines, de centaines ou même dizaines de milliers de policiers partout dans un pays de 90 millions. Mais pour massacrer des dizaines de milliers de gens qui avancent, par exemple, comme expliquait Ali, dans les manifestations, vous avez besoin d'un douchka, 4 Kalachnikov, pas dizaines de milliers de gens. C'est pas le sujet du film, mais il apparaît un moment un acteur qui n'est pas iranien de cette révolte populaire, c'est Donald Trump. Il s'est passé quelque chose d'important aussi dès le début du mois de janvier. Il a d'une certaine façon et à sa façon galvanisé les manifestants. Il les a assurés du soutien des États-Unis jusqu'à dire au bout d'un moment allez-y, on est derrière vous. Et si le régime franchit la ligne rouge, on interviendra. On sait ce qui s'est passé après. La ligne rouge a été franchie, mais les États-Unis n'ont pas bougé. Et puis maintenant, il y a ces discussions autour du nucléaire iranien. Est-ce que ça a joué, ça, dans la mobilisation? Et est-ce que dans ce que vous avez vu, entendu, écouté, il y avait quelque chose de l'ordre de ils sont derrière nous, donc on peut y aller? Et si Trump n'avait pas parlé comme il l'avait parlé, les choses auraient été différentes? Je crois que les manifestants iraniens n'ont pas attendu Trump pour sortir. Les manifestations ont commencé bien avant que Trump s'exprime et poste à ce sujet. Après, il est vrai que dans certaines vidéos, on voit des manifestants qui en appellent à Trump. Trump, aide-nous. On a aussi une vidéo notamment d'un vieux monsieur qui est dans la morgue et on voit tous ces corps et puis il dit Trump, Netanyahou, voilà nos jeunes, où êtes-vous? Et on s'est rendu compte, il y a quand même toute une partie de nous en France de ces appels à l'aide de Trump qu'on a entendus. En fait, elles sont arrivées à un moment où Internet était coupé en Iran. Donc en fait, les Iraniens, quand Trump dit help is on the way, l'aide arrive, ils l'ont pas reçu. C'était le 13 janvier, Internet était coupé depuis 5 jours. Voilà pour le dossier le cas de Donald Trump. Un mot peut-être précisément sur les témoins et les témoignages qui sont dans le film. Alors ce ne sont pas leurs vrais prénoms, leurs voix ont été changées bien sûr. Pour autant, donc ils sont tout à fait anonymisés. Pourquoi est-ce qu'ils vous parlent? Qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on raconte et comment est-ce qu'ils veulent qu'on le raconte? Et est-ce qu'ils ont pris un risque en vous parlant? En fait, je veux dire la même chose qu'Ali nous a dit. Elle a dit que je veux que le monde sache qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces derniers jours. Et ils pensaient qu'ils sont abandonnés par le monde entier. C'est ce qu'ils sont. Et pour, à travers ce raconter à nous, journalistes, ici en France, il essaye d'expliquer d'attirer l'attention du monde de qu'est-ce qui s'est passé aux Iraniens pendant ces derniers jours, en fait. C'est tout simplement ça. Julie, il nous a été reproché de ci, de là. Alors, pour recontextualiser ce qui s'est passé au mois de janvier, cette révolte iranienne sous blackout, donc avec des difficultés pour relayer en direct ce qui se passait en Iran, est arrivé au moment d'une séquence diplomatique incroyablement intense et un Donald Trump dans tous les sens, du Groenland au Venezuela, etc. Il nous a été reproché de ci, de là, de ne pas accorder à cette révolte iranienne la place qu'elle méritait, ou en tout cas une place moindre que d'autres événements. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Julie? Que c'est très difficile de documenter une révolte sous blackout. On a déployé, et quand je dis on, je pense surtout à mes camarades ici en plateau, à Bahar, à Ershad, à Mariam qui n'est pas là, mais à qui on pense bien fort, pour essayer de documenter un maximum les choses. Je pense que ici sur France 24, on a donné énormément de temps d'antenne, et tant mieux, à cette révolte iranienne. Mais il faut vraiment imaginer un pays dans lequel on ne peut pas aller,
où on a la chance d'avoir un correspondant, et on le salue encore, Siavosh Ghazi, et où les témoignages et les vidéos ont pris beaucoup de temps à arriver. Après, Pauline, ce que je vous disais hors caméra, c'est qu'on me fait exactement le reproche inverse de parler davantage de la révolte iranienne que d'autres événements au Proche ou au Moyen-Orient. Ce qui veut dire qu'on se situe peut-être au bon endroit. Il y a deux enjeux, Bahar, ce serait deux difficultés. Ce serait de passer sous silence ce qui s'est passé au milieu du mois de janvier, et surtout de considérer que l'Iran est aujourd'hui passé à autre chose. On le disait que les communications étaient rétablies, Internet marche de ci, de là. Où en est l'Iran aujourd'hui? Il y a dans le documentaire ce manifestant qui dit à la fin du film, je me demande sincèrement si nous parviendrons un jour à rire de nouveau. Vous parlez d'un sentiment de sidération. On en est où aujourd'hui? Je crois qu'il y a encore des manifestations dans certaines universités. Effectivement, au moins jusqu'à samedi dernier, il y avait des sit-ins étudiants dans plusieurs universités, plus particulièrement les universités de médecine et de pharmacie. Et à Shiraz, par exemple, notamment, je vois des images qui ont été diffusées samedi, c'était assez nombreux. Et là, pour le coup, ils savent. Maintenant, ils savent très bien ce qui s'est passé, donc ils le font en connaissance de cause. Bien sûr, oui, ils le font en connaissance de cause. Donc, il y a effectivement une sidération, il y a une tristesse, un sentiment de deuil, mais il y a aussi une colère. Et des personnes qui continuent de l'exprimer. Ershad? Oui, j'ajoute par exemple, depuis que l'Internet est revenu et on voit des images, on voit encore des gens qui sortent dans les rues. Les profs, les retraités, ils ont manifesté encore dans la petite échelle, mais ils ont sorti et ils savent qu'est-ce qui s'est passé au 8 ou 9 janvier. Où on voit les vidéos des écoliers d'Eldo qui filment en chantant des chansons anti-régime dans leurs écoles. Donc, ils savent très bien qu'est-ce qui s'est passé, mais encore, ils sont tellement courageux qu'ils continuent comme ça. Donc, c'est pas fini pour le régime. Répression, c'était très fort, très sanglante. Et des dizaines, de centaines de milliers des Iraniens, ils sont directement, indirectement, ils sont touchés. Mais ça continue encore, autant que possible. Julie? Il faut se dire aussi qu'il y a énormément d'Iraniens qui ont commencé à découvrir les images bien plus tard que nous. Nous, on a eu accès à des images de la répression, de la violence utilisée, etc. Et eux, ils l'ont découvert bien après, fin janvier, au moment où Internet a été un peu plus rétabli, où ils ont pu réavoir accès à certains outils. Et ça a été, comme le dit Bahar dans le reportage, la sidération la plus absolue, parce qu'ils n'imaginaient pas l'ampleur de cette répression. Et on continue à découvrir des images qui arrivent maintenant, aujourd'hui, de répression dans d'autres villes. Sachant que, et vous le disiez rapidement, Bahar, tout à l'heure, la répression, alors elle est physique, elle est judiciaire, elle est aussi au quotidien. Il y a des Iraniens qui ont filmé ces images, qui, pour certains, ont réussi à les envoyer, qui ont effacé depuis l'historique dans leur téléphone, de peur que, arrêtés pour ne serait-ce que je ne sais quel prétexte dans la rue, se retrouvent à devoir montrer leur téléphone avec éventuellement des choses accablantes pour le régime. Effectivement, après les manifestations, on est passé aussi dans une phase de contrôle. On sait que les forces de sécurité iraniennes se rendent dans les hôpitaux, demandent les images de télésurveillance. Donc les gens savent, se passent le mot, et puis ils savent qu'il faut qu'ils fassent très attention, qu'on peut à tout moment leur reprocher d'avoir participé aux manifestations, d'avoir hébergé un manifestant, s'ils sont soignants, d'avoir blessé soigné, excusez-moi, un manifestant. Est-ce que ça veut dire, Ershad, que je pense que l'expression n'est pas forcément la bonne, mais ce petit espace de liberté qu'avait pu instaurer la révolution Femmes, Vie, Liberté, avec ces jeunes femmes qui défier les autorités islamiques dans leur quotidien, est-ce que ça veut dire que cette page-là est tournée et qu'on rentre à nouveau dans un moment de contrôle et de chape de plomb sur cette société iranienne?
J'en suis pas sûr. En fait, je crois le port, c'est dans deux côtés. En fait, il y a une société qui était sanglantée, mais il y a un autre côté. Il y a un régime qui sent qu'il est très très faible. Donc, à certaines manières, il cherche pas de plus de conflits avec une société qui l'aille. Qui le déteste. Donc, je ne suis pas sûr que cette status quo a changé autant jusqu'ici, mais c'est vrai, il y a des checkpoints dans les rues, il y a des arrestations aléatoires dans les rues, et ils vérifient les portables, leurs images. Ils ont allé jusqu'à de vérifier l'historique de ChatGPT des gens pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont fait, de soigner par exemple une blessure, comment on fait à la maison, des détails comme ça. Il y aura un avant et un après en Iran. Merci infiniment à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Iran, la révolte massacrée, un document exceptionnel de la rédaction de France 24 que vous co-signez avec Mariam Pirzadeh et Adel Gastel, qu'on salue, à retrouver bien sûr sur notre site internet dans toutes les langues que permet cette rédaction et sur l'antenne demain à 17h10. Merci encore. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.